Ils avaient voyagé de longues heures en avion, durant lesquelles Nora s'était montrée d'excellente humeur, détendue à l'idée de savoir qu'il n'y aurait dans les prochaines semaines ni copie à corriger, ni cours à préparer, ni classe à affronter. C'était un vrai bonheur qu'une telle tranquillité de l'esprit. Il y avait si longtemps qu'elle ne l'avait pas éprouvé, qu'elle voulait en profiter pleinement, heureuse d'être dégagée de toute préoccupation, de toute angoisse, de toute obligation. Ainsi s'était-elle tournée souvent vers Lénie, assis à ses côtés, côté hublot, pour lui sourire, lui prendre la main et lui murmurer à l'oreille des «Je t'aime», ravie de lui témoigner ses sentiments comme elle le faisait avec fougue avant qu'elle n'enseigne. Même si Nora n'était pas dupe, malgré ses efforts, a priori couronnés de succès, pour cacher son altercation, elle avait deviné que Lénie se doutait qu'un incident s'était produit, qui l'avait bouleversée et qu'il ne fallait surtout pas l'interroger sur ce sujet, mais plutôt attendre qu'elle décide de se confier. Voilà pourquoi, au terme du vol qui lui avait donné l'occasion de réfléchir sur leur couple, elle avait admis qu'elle ne le remercierait jamais assez de l'avoir écouté à chaque fois qu'elle en avait ressenti le besoin, sans pour autant la questionner pour lui faire dire ce qu'elle désirait taire. Entre deux continents, à réaliser la chance qu'elle avait de l'avoir croisé, elle ne l'en avait aimé que davantage, chanceuse de vivre avec un être si patient, si délicat et si aimant. L'avion posé à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, Lénie et Nora s'étaient empressés, sans tenir compte du conseil de leurs voisins qui les invitait à rester assis le temps que l'appareil se vide, de quitter leur place pour stationner dans l'allée centrale, à la queue leu-leu, avec les autres passagers, qui trépignaient d'impatience, pressés de se dégourdir les jambes, de prendre une correspondance ou de retrouver ceux qui les attendaient. Hélas, comme s'ils prenaient un malin plaisir à faire lanterner les voyageurs, le personnel de cabine ne s'affairait pas. Bien que l'Airbus soit arrêté depuis quelques minutes sur le tarmac, à hauteur de la porte de débarquement, tout le monde se plaignait de l'inaction des hôtesses. Las d'attendre, les passagers s'agitaient, les uns pour récupérer leurs bagages dans les casiers, les autres pour se frayer un chemin à coups de coude ou s'extirper de leur siège étroit. En un mot, chacun avait de bonnes raisons de s'énerver, obsédé par un seul objectif, sortir au plus vite. Ce n'était pas le cas de Nora. Portée par les réflexions et les émotions qui avaient été les siennes durant le trajet, patienter ne la dérangeait pas. Elle en profitait pour rêvasser, immobile et sereine, imaginant déjà son séjour chez ses beaux-parents. À l'inverse, Lénie trépignait comme les autres. Certes, il en convenait, une fois l'avion stoppé, il fallait bien laisser aux équipes de l'aéroport le temps d'installer les éléments télescopiques de la passerelle. Mais aujourd'hui, il allait trouver que la manœuvre durait vraiment plus longtemps que d'habitude quand le steward déverrouilla enfin la porte et l'ouvrit. Lénie et Dora se trouvaient maintenant dans la zone fléchée qui conduisait au guichet de contrôle des identités. Les portiques de détection, les policiers avec leurs chiens renifleurs et les agents habilités à ouvrir sacs et bagages donnaient un air oppressant à l'endroit. Une dizaine de voyageurs patientaient devant eux avant de présenter passeport et pièces justificatives à un fonctionnaire noir. N'ayant d'autre occupation que de le regarder opérer, séparé de Lénie par quelques touristes qui s'étaient glissés entre eux, Nora observait le préposé assis derrière la baie vitrée. À chaque fois qu'il se saisissait des documents, il jetait un regard insistant
sur son interlocuteur avant de prendre empreintes et photos, puis de se livrer à un interrogatoire succinct. Ainsi, ce représentant des douanes et de la protection des frontières, chargé de l'entrée des ressortissants étrangers, allait être le premier sur le sol américain avec lequel elle allait échanger. Lenny venait tout juste d'en finir avec ses formalités qu'il tourna un regard anxieux vers sa compagne. Il craignait toujours, dans ces situations qui la confrontaient à l'autorité, qu'elle ne puisse s'empêcher de sentir sa gorge se nouer, envahie par le sentiment ridicule d'être coupable. De quoi elle-même n'en savait rien. Néanmoins, elle perdait tous ses moyens et insufflait dès lors une bonne dose de suspicion dans l'esprit de celui qui la questionnait, induit à penser qu'elle devait avoir des choses à se reprocher pour se mettre dans un tel état. Lenny priait donc pour qu'elle ne s'affole pas et que tout se passe au mieux. C'était son tour. Tandis qu'elle remettait à l'agent la feuille remplie dans l'avion, son passeport et son visa, l'homme la dévisagea machinalement, posant sur elle un regard professionnel et froid. Nora se tenait face à l'officier quand il commença son interrogatoire de routine. Tandis qu'elle déclinait avec maladresse son nom, son prénom, son adresse, le nombre de jours qu'elle comptait rester aux USA, les coordonnées des gens qui allaient l'accueillir, tandis que des touristes commençaient à bougonner, agacés par les hésitations de cette touriste qui comprenait mal l'américain, surtout dans la bouche d'un bureaucrate qui ne faisait rien pour articuler lentement et mieux, l'ultime question fusa. Avez-vous eu ces derniers mois des problèmes de santé majeurs? Avez-vous déjà été hospitalisé? Suivez-vous aujourd'hui un traitement? Non, non et non, répliqua Nora du tac au tac, prise dans l'enchaînement des questions posées si rapidement qu'elle répondait à chaque fois sans réfléchir, pressée d'en finir. Bien, attendez une seconde, je vérifie néanmoins un détail. L'officier avait baissé les yeux et fixé l'écran placé sous le plateau du guichet quand Nora le vit une fraction de seconde froncer les sourcils et se raidir. Elle sut immédiatement qu'il allait porter sur elle un regard différent, plus méfiant. Vous êtes sûr de n'avoir jamais été hospitalisé, ne serait-ce que quelques heures? Nora, soudain déstabilisée, n'aspirait plus qu'à rejoindre au plus vite Lenny. Envahie par le sentiment d'être prise en flagrant délit de mensonge, elle balbutia sans songer à quoi que ce soit, bouleversée au rappel inopiné de ce triste samedi. Oui, oui, vous avez raison, j'avais oublié. L'année dernière, en novembre, j'ai été hospitalisée. Devant la concision de propos échappés sous le coup d'une forte émotion qui, il le voyait, la submergeait, l'homme sentit que l'omission initiale pouvait cacher quelque chose. Il devait creuser. D'autant que depuis 2018 et la loi du Cloud Act, si un fonctionnaire jugeait que le profil d'un individu posait problème, il pouvait, mieux, il devait, en un clic, se connecter via les bases de données fédérales aux fichiers des multinationales américaines pour tenter d'en savoir plus. Sans trop y croire, simplement pour voir, il ouvrit l'interface installée quelques semaines plus tôt par le département informatique santé et prévention du géant informatique de la côte ouest, lequel offrait l'accès aux données médicales archivées par l'entreprise. Sa curiosité en éveil, il tapa sur le clavier le nom de Nora
et le mois de novembre 2020. Veuillez patienter quelques secondes. Mon écran dysfonctionne. Cela arrive parfois. C'est l'affaire de quelques secondes, le temps que tout rentre dans l'ordre. C'était une phrase convenue que tous les préposés utilisaient dès lors qu'ils interrogeaient un serveur. En effet, compte tenu de la quantité inimaginable d'informations stockées par les entreprises sur le sol américain, il ne fallait pas s'étonner si quelques minutes étaient nécessaires avant qu'une réponse n'apparaisse enfin. Un petit cercle tournoyant indiquait à l'opérateur que l'ordinateur effectuait son travail. Il moulinait et brassait ses données lorsque les résultats s'affichèrent enfin. Le patronyme de Nora clignotait en rouge, code qui signifiait qu'elle pouvait potentiellement nuire aux intérêts de l'État américain. Dès lors, la consigne était claire. La personne suspecte devait immédiatement faire l'objet d'un interrogatoire plus poussé, au terme duquel l'on décidait de son sort. Aujourd'hui, compte tenu du goulot d'étranglement que provoquait ce contretemps, le fonctionnaire ne prit même pas la peine d'en savoir plus. Indifférent à la nature des renseignements qu'il avait glanés, il était pressé d'informer sa hiérarchie pour qu'elle enclenche la procédure. Désolé, madame, mais au vu des pièces que je viens d'obtenir, un complément d'information est nécessaire avant que vous entriez sur notre sol. Cela ne sera pas long, rassurez-vous. Dans l'attente, pour ne pas incommoder les autres voyageurs, veuillez sortir de la file et vous mettre sur le côté. Quelqu'un va venir vous chercher. Nora était bouche bée. Elle ne comprenait strictement rien à ce qui lui arrivait, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire ou dire pour qu'on retarde l'instant où elle allait retrouver Lenny, impatient de lui faire découvrir son pays et sa famille. Cet imprévu, inexplicable et ubuesque la rendit soudain anxieuse, stressée à l'idée de devoir prolonger ses formalités loin de Lenny qui ne la quittait pas des yeux. Aussi, quand il vit Nora sortir du rang, attendre dans un coin avant qu'un homme ne la rejoigne pour la prier de le suivre, il commença à s'inquiéter. Bonjour, madame, agent Peter Brooks. Pourriez-vous me suivre? Nous avons quelques questions à vous poser. Cela ira vite, ne vous inquiétez pas. Simple formalité. Affolée, avec la sensation que ses jambes se dérobaient, que les battements de son cœur s'accéléraient, elle emboîta le pas au policier. Sans prêter attention à ce qui l'entourait, la poitrine oppressée, Nora disparut sous escorte derrière une ouverture discrète. Personne, hormis Lenny, ne s'en formalisa. Il marchait dans un corridor mal éclairé, aux portes toutes fermées. Quand elle passait devant l'une d'elles, Nora distinguait vaguement des intonations de voix qui trahissaient des échanges. Elle notait ces détails et s'en inquiétait, se demandant ce qui pouvait les justifier. C'est alors qu'arrivé au bout du couloir, l'officier pénétra dans une pièce qui n'avait comme seul signe distinctif que de porter le numéro 37. Si vous voulez bien entrer, s'il vous plaît. Nora s'engagea, toujours sous le coup de la surprise, plus mal à l'aise que lors du premier contrôle, la respiration soutenue, envahie brusquement par la sensation de fourmillement le long de ses bras. Je vous en prie, asseyez-vous. Ça va? Vous semblez un peu nerveuse. Un peu tendue, oui, car je me demande vraiment ce que je fais là. Vous allez me l'expliquer, j'espère. Bien sûr. Nora prit place face à un bureau qui trônait au milieu d'une pièce exiguë. L'homme qui venait de lui parler était déjà assis, aussi raide qu'un procureur au tribunal. D'un geste, il invita son collègue à se mettre en retrait, dans un coin, juste derrière Nora,
afin qu'elle ne puisse pas le voir, seulement sentir sa présence. Le subordonné s'exécuta, le regard dardé sur Nora, les mains jointes derrière le dos. Le gradé intimidait Nora, car, aussitôt le protocole en place, il avait changé d'attitude. Son ordinateur portable, à peine ouvert, le peu d'aménité qu'il avait laissé transparaître, s'était mué en un air froid de bureaucrate soucieux de faire son travail. Pour l'impressionner davantage, sans même lui demander l'autorisation, il sortit de sa poche un dictaphone qu'il enclencha avant de le poser en évidence devant elle. Bruce Landsman, FBI. Vous savez, je ne vais pas m'embarrasser de formules toutes faites du genre vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant une cour de justice, et blablabla, et blablabla. Tout ça, ici et maintenant, dans ce lieu et face à moi, on s'en fout. Vous m'entendez? Dans cette pièce, nous sommes affranchis de tout cadre légal, de toute procédure, de toute règle. Seuls comptent les résultats. Mais les résultats de quoi? Vous allez le savoir. En fait, voyez-vous, les éclaircissements que j'attends de votre part, je suis convaincu que vous me les fournirez plus vite que vous ne l'imaginez. Peter, tu peux partir. Merci de l'avoir accompagné jusqu'ici. Ton boulot est fini. Le reste n'est plus de ton ressort, mais du mien. À plus tard. Le policier obtempéra sans dire un mot et sortit. Nora et Bruce Landsman étaient désormais seuls dans cet espace clos, aux murs nus et gris, au plafond bas, avec comme mobilier 2 chaises et une table. Vous me confirmez que vous êtes bien Nora Hamadi, domiciliée à Paris, et que... Oui, mais où voulez-vous en venir? Je ne comprends strictement rien à ce qui m'arrive. Tous mes papiers sont en règle pourtant. C'est vrai, vous nous avez fourni toutes les pièces nécessaires à votre séjour sur le territoire américain. Néanmoins quoi? Nora commençait à s'énerver, abasourdie par la tournure kafkaïenne prise par les événements. Elle le sentait, elle allait perdre pied. Une information que vous avez fournie à l'agent de contrôle a retenu notre attention. Ah bon, laquelle? À la question de savoir si vous aviez été récemment hospitalisé, vous avez répondu non dans un premier temps avant de vous rétracter. Est-ce exact? Oui. Mademoiselle, vous ne devriez pas jouer au plus fin avec nous. Voilà donc ma question. Pourquoi vouliez-vous nous cacher avoir été hospitalisé le samedi 21 novembre 2020? Parce que je ne l'ai été que quelques heures, et ce, pour 3 fois rien. Et je peux savoir par qui ou par quoi avait été causé ce 3 fois rien? Bruce gardait un sang-froid stupéfiant, à croire que rien ne pouvait le déstabiliser. Avant même qu'elle n'argumente, devinant que la suspecte sentait qu'énoncer les faits pouvait s'avérer embarrassant, il prit son smartphone, tapota dessus et fit apparaître une photo. Il la montra à Nora avec un sourire narquois sur les lèvres. Vous connaissez cet individu? Nora se pencha sur le cliché, l'observa longuement et rétorqua. Jamais vu. Vous mentez. Tout comme vous, cet individu était à la manifestation des Black Blocs, place Saint-André-des-Arts, ce fameux samedi. Hélas pour lui, il a été interpellé par les forces de l'ordre et a écopé, au vu de ses liens avec des organisations terroristes, d'1 an de prison pour violence contre les forces de l'ordre et atteinte à la sûreté de l'État. Tout comme son cousin installé à Dallas, si vous voulez tout savoir, le voilà fiché par Interpol. Vous dites n'importe quoi. Quel rapport avec moi? Je n'ai jamais milité de ma vie. La politique ne m'intéresse pas et l'usage de la force encore moins, d'où qu'elle vienne. De plus, je n'ai aucune sympathie pour les extrêmes, qu'ils soient de gauche comme de droite. Pourtant, vous aussi, vous étiez sur les lieux ce jour-là, qui plus est avec un casque sur la tête, au beau milieu de manifestants radicalisés
qui attaquaient les CRS. Alors, ne me dites pas que c'était une coïncidence. Personne ne vous croirait. Sans papier pour vous identifier, votre visage caché par votre visière fumée, vous faisiez partie du groupe des Black Blocs et vous participiez à leurs actions. Je vous le répète, vous dites n'importe quoi. Tout ça, c'est de l'affabulation. Leurs idées sont à milieu de ma conception des choses. Je suis apolitique et je condamne de tels excès, d'où qu'ils viennent. Je ne fais partie d'aucun crépuscule et je ne milite pas. D'ailleurs, comment savez-vous que j'étais à cet endroit, à cette date? C'est complètement fou. Nora s'inquiétait. Voilà qu'elle était prise pour la première fois de sa vie d'une sorte de bégaiement, comme s'il lui était devenu brusquement difficile de s'exprimer. C'était d'autant plus déconcertant que des picotements à la base de son cou la titillaient. Qu'importe comment je sais, laissez-moi plutôt continuer. Là encore, me direz-vous, le hasard a bon dos. Figurez-vous que le cousin de cet homme, arrêté par votre police, vit justement à Dallas, là où vous devez vous rendre, et qu'il est lui aussi un activiste surveillé par nos services. N'est-ce pas surprenant? Je, je, je ne vois vraiment pas où. Soyez plus clair. Soit, faites semblant de ne rien saisir. Je vais me répéter. Le cousin du gars sur la photo habite justement là où vous devriez séjourner. Désolé, mais quel est le rapport? C'est pourtant évident. Allez, avouez-le. Votre voyage en famille, c'est une couverture. En fait, vous êtes là pour prendre contact avec lui. Mais vous délirez complètement. C'est de la manipulation. Je vous le répète, j'ai jamais vu ce type. Son trouble de la parole s'accélérait, mais Nora dévisageait l'agent, décidé à lui tenir tête. Cependant, Lanceman devinait aux gouttes de sueur qui perlaient le long de ses tempes, à la soudaine faiblesse qui semblait la gagner, qu'il se passait quelque chose d'étrange en elle. Sans aucun doute, ce comportement, qui révélait une subite vulnérabilité, inenvisageable encore 2 secondes plus tôt, signifiait qu'elle était à 2 doigts de craquer et de passer aux aveux. Fort de son expérience, il devinait qu'il fallait lui donner le coup de grâce pour qu'elle s'effondre, anéantie de réaliser combien ses faits et gestes étaient connus, combien ses agissements ne pouvaient la conduire que là où elle se trouvait maintenant, dans une impasse irrémédiablement coincée. Avant même qu'elle n'ait le temps de poser la question qui devait lui brûler les lèvres, désireux de la briser au vu des preuves qu'il détenait, quitte pour une fois à ne pas respecter les procédures légales, il s'enhardit. Il mit sur pause l'appareil enregistreur et lança. Vous vous demandez, n'est-ce pas, comment je peux savoir que vous étiez à cette manifestation du 21 novembre 2020? Écoutez, je vais vous le dire. J'ai sur mon écran, issu d'une base de données du département informatique santé et prévention, votre fiche d'admission à l'hôpital Lariboisière, en date de ce fameux jour. Vous savez ce qu'on y lit? Tenez, regardez. Nora le dévisagea, les yeux grands ouverts, en panique, tétanisée moins par les paroles qu'elle entendait que par le constat qu'elle les comprenait mal, comme si son cerveau avait des difficultés à en décoder le sens. Elle n'avait cette impression que depuis quelques secondes, mais c'était une sensation très déplaisante, tout comme son bégaiement. Mais qu'est-ce qui m'arrive, songea-t-elle. Bruce Lanceman tourna brusquement son ordinateur portable vers elle pour qu'elle puisse voir ce qui était écrit. Nora sentit son cœur s'emballer et des coups de boutoir martelaient ses tempes. Devant ses yeux apparaissait l'intégralité de la fiche d'admission qu'Armand,
l'infirmier à l'accueil de l'hôpital Lariboisière, avait rempli et qui semblait ne contenir aucune information qui puisse intéresser la police, jusqu'à ce qu'elle arrive au dernier item, en fin de page, où était précisé: femme blessée à hauteur de la jugulaire de son casque, ce jour lors d'une manifestation place Saint-André-des-Arts et suite aux violents affrontements qui s'ensuivirent entre Black Bloc et forces de l'ordre. C'en était trop. Sa vue se brouilla, des taches noires apparurent dans son champ de vision, d'intenses douleurs lui martelèrent le crâne. Elle vacilla un instant, ce qui n'échappa pas à l'inspecteur qui interpréta ce malaise comme la reconnaissance de sa culpabilité. Sûre, elle était bien une militante de gauche acquise à la Révolution. Mais, mais comment avez-vous fait pour obtenir ces renseignements? C'est donc que vous reconnaissez qu'ils sont exacts. Non, non, vous faites erreur, vous trompez. Je ne suis pas celle que vous croyez. C'est n'importe quoi. Vous étiez pourtant bel et bien sur les lieux des émeutes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites? Je ne vous comprends pas. Je disais que vous étiez bel et bien sur les lieux des émeutes, n'est-ce pas? Nora peinait à trouver sa respiration et tremblait à voir la situation la dépasser, sans qu'elle ne puisse s'expliquer, surtout sans qu'elle ne puisse être crue. Malgré un mal de tête qui l'assaillait, elle s'entendit reposer une seconde fois la question dans un filet de voix. Mais, mais comment avez-vous fait pour obtenir ce fichier? Vous savez, nous avons de grandes oreilles et de grands yeux. Pour faire court, sachez que votre gouvernement a passé des accords avec une société américaine pour qu'elle traite et stocke les données médicales des patients français. Quant à nous, notre job, c'est d'empêcher que des extrémistes de tous bords ne viennent saper notre démocratie. Aussi, quand l'intérêt des USA l'exige, comme c'est le cas aujourd'hui, nous pouvons accéder à toute information où qu'elle soit sur notre territoire. Mais c'est totalement illégal. Chez vous, oui. Chez nous, non. Mais c'est du détournement de données médicales à des fins qui ne le sont plus du tout. Je vais me plaindre à l'ambassade. Vous n'en aurez pas l'occasion, car vous n'entrerez pas dans notre territoire au vu des éléments vous concernant. Vous êtes une terroriste potentielle et ces personnes-là, nous les refoulons systématiquement. Quant à ce que je vous ai dit, ce sera parole contre parole, car j'ai pris soin d'arrêter l'enregistrement, le temps de glisser ma remarque. J'avais trop envie de vous montrer que nous sommes les meilleurs. Les faits désormais établis, que vous les reconnaissiez ou non, je vais vous poser la question essentielle. Avez-vous, oui ou non, des accointances avec des organisations révolutionnaires? Militez-vous au sein de ces groupuscules, ce qui expliquerait votre présence sur les lieux ce jour-là? Des petites taches noires apparaissaient maintenant dans le champ de vision de Nora. Sa vue s'obscurcissait par intermittence et des fourmillements gagnaient ses joues, ses épaules et ses bras. Malgré ces signes, Nora voulait se battre. Mais quand me croirez-vous? J'y suis pour rien si des manifestations se déroulaient ce jour-là au pied de mon immeuble. J'ai vu la violence qu'engendraient les affrontements. J'ai vu la fumée que dégageaient les bombes lacrymogènes. Inquiète, j'ai regardé par la fenêtre et quand j'ai réalisé que ça dégénérait, j'ai voulu récupérer mes papiers laissés dans mon scooter. Je suis sorti pour aller les chercher. Voilà, c'est aussi simple que cela. Vous me prenez pour un imbécile? Croyez-vous que je vais gober vos mensonges? Aucune personne sensée
ne se glisserait au beau milieu de combats de rue simplement pour prendre des papiers. Ça n'en vaudrait vraiment pas la peine. Vous étiez là parce que vous vouliez en découdre avec votre gouvernement. Avouez-le. C'est faux, archi faux. Vous racontez n'importe quoi. Je vous le répète. Sans personne à ses côtés, ni Lenny, ni quelque ami, ni même un avocat, Nora sentait à quel point elle se trouvait dans une impasse, incapable de prouver la véracité de ses propos. De désespoir, sa main droite dans la poche de sa veste, elle serrait son porte-bonheur, le médaillon des sapeurs-pompiers de Paris, qu'elle avait toujours sur elle. Qu'allait-elle devenir? Et puis, ce subit mal de tête, et puis sa vue qui faiblissait, et puis ce passage avide qui l'accablait subitement. Allait-on la refouler vers l'Europe? Allait-on l'incarcérer dans l'attente d'une suite à donner à l'affaire? Toutes ces hypothèses se bousculaient dans sa tête lorsqu'elle sentit de violents martèlements contre ses tempes, comme si son crâne était pris dans un étau. Son œil gauche voyait flou, elle voulait parler, elle voulait se défendre, elle voulait argumenter, mais ne trouvait plus ses mots. Elle voulait se lever, mais n'en avait plus la force. Brusquement, elle ressentit une violente douleur à la tête, à croire qu'on lui comprimait le cerveau. En quelques dixièmes de seconde, des flashs de son passé défilèrent devant elle, dans le désordre et en accéléré, avant qu'elle n'ait l'impression d'être happée par un tourbillon et de sombrer dans un trou noir. C'est alors que Lanceman vit la tête de Nora partir en avant, heurter le rebord de la table et son corps glisser de côté avant de s'affaler sur le sol. Tandis que des spasmes l'agitaient encore, il s'empressa d'aller chercher des secours. 3 ans s'étaient écoulés depuis le drame. Les parents de Nora avaient fait le nécessaire pour exiger une autopsie, organiser le rapatriement et les obsèques, vider l'appartement et résilier le bail. Quant à Lenny, revenir à Paris avait été au-dessus de ses forces, tant il se sentait coupable de la mort de Nora, puisqu'il l'avait poussée à partir. Sans ce voyage, sans ce contrôle, elle vivrait toujours. Cette faute l'anéantissait et sa dévastation était telle qu'il s'était isolé dans la maison familiale. Pourtant, s'il voulait sortir de son deuil, il fallait qu'il retourne une dernière fois à l'endroit où ils avaient vécu si heureux. C'est pourquoi il avait repris un billet en cet été 2024. L'aéroport de Roissy à peine quitté, Lenny s'était retrouvé assis dans le RER qui le conduisait dans le centre de Paris, avec comme seul bagage un sac à dos et, dans la poche de son veston, le courrier du centre médico-légal terminé par ces mots: morte des suites d'un AVC foudroyant. Durant des mois, il n'avait cessé de le lire et de le relire pour se convaincre de la réalité des faits. Dans une sorte d'abattement permanent depuis le décès de Nora, Lenny vivait en zombie, présent sans l'être, insensible à ce qui se passait autour de lui, trop rongé par son chagrin. Il le savait, ce trajet était le dernier qui le mènerait à leur ancien domicile. Son pèlerinage terminé, il ne retournerait pas aux USA, où sa famille l'étouffait de ses prévenances, mais il irait ailleurs, quelque part en Europe. Ultime souvenir d'elle, il gardait dans sa poche le médaillon des sapeurs-pompiers de Paris, arrivé dans la main de Nora, on ne sait comment. Il l'avait sauvée. Hélas, à New York, laissé seul dans la tourmente, il n'avait pu empêcher le triste épilogue. Elle était morte. Alors, à quoi bon le garder? Lenny était resté plus d'une heure sur le trottoir opposé aux 3 rues de Danton, à fixer la façade. Rien n'avait changé.
Pato était toujours près de la porte cochère, sur son carton, mais sans Jeff. Il s'en était étonné un instant, avant de se laisser submerger par les souvenirs. C'est alors qu'il avait entendu une voix familière l'apostropher. Hé, Monsieur Lenny, c'est vous? Il reconnut la concierge et traversa la rue pour aller la saluer et lui poser une question qui le tracassait. Dites, vous vous souvenez du SDF qui dormait dans le passage et faisait la manche devant le portail? Monsieur Jeff? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'il est devenu? Pato est seul. Figurez-vous qu'il est décédé dans un couloir du métro il y a 6 mois. Il venait tout juste de toucher son RSA. Des gars l'ont agressé pour lui voler son argent. Il s'est défendu et ça a mal tourné. Quel drame! Après Nora, lui. On dirait que le sort s'acharne sur l'immeuble. Tout le monde est secoué, croyez-moi. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter mes condoléances. Quant à Pato, qui ne veut pas s'en aller, vous ne devinerez jamais comment on l'appelle maintenant dans le quartier. Non, comment? Hachi, comme le chien japonais qui attendait son maître chaque jour à la même heure à la gare, alors qu'il était décédé depuis des années. Et ça, jusqu'à ce qu'il meure à son tour. Eh bien, Hachi, c'est pareil. Chaque jour, il va faire son tour dans les rues environnantes. Tout le monde connaît son histoire, tout le monde le caresse, tout le monde lui donne à manger. Et chaque soir, je vous le donne en 1000, il revient vers 20 heures devant sa porte cochère. Je lui ouvre et il file directement là où dormait Jeff, au même endroit. D'ailleurs, je mets toujours un carton pour qu'il puisse dormir plus confortablement. Vers 7 heures, il m'attend et dès que je sors les poubelles, il s'en va. Et tous les matins, il part et tous les soirs, il revient, n'espérant qu'une chose, le retour de Jeff. Ah, s'il savait! Atterré par la nouvelle, Lenny accusa le coup. Décidément, il n'avait plus rien à faire ici. Il serra précipitamment la main de la commère et disparut en direction de la fontaine Saint-Michel, là où il avait rencontré Nora quelques années plus tôt. Quant à la concierge, laissée en plan brutalement, elle comprit néanmoins sa peine et la partagea, sentant quelques larmes couler sur ses joues au souvenir de la jeune femme et du mendiant. Son sac à dos sur l'épaule, sa Mastercard en poche, sans attache, sans obligation, l'idée germa dans l'esprit de Lenny qu'il serait bon d'aller vivre au bord de la mer, le temps que se dissipent chagrin et souvenirs. C'est donc ce qu'il allait faire, partir vers le sud et le soleil. Il marchait dans les rues de Paris et se demandait comment rejoindre la porte d'Orléans quand il croisa un gamin qui jouait avec un camion rouge télécommandé. Il s'approcha du gosse et l'interpella. Dis donc, t'en as un sacré engin. Oh oui, monsieur, c'est un véhicule de pompier. Je parie que tu voudrais en être un. Oh oui, c'est ce que je serai plus tard, un sapeur-pompier de Paris. Alors écoute, mais tu t'appelles comment déjà? Jean, monsieur. Alors écoute-moi, Jean, je vais te donner quelque chose qui a appartenu à l'un d'entre eux. Donne-moi ta main. Le môme la lui tendit, les yeux écarquillés, trépignant d'impatience. Lenny posa délicatement le porte-bonheur de Nora sur sa paume et referma dessus ses doigts. Le temps que le garçon réalise qu'il tenait une vraie médaille et lève la tête, l'homme qui la lui avait offerte s'éloignait à grands pas, solide silhouette qui se fondait peu à peu dans la foule, dense à cette heure-ci. D'un long signe de la main, que Lenny ne vit pas, Jean lui disait merci et adieu. Nouvelle écrite par Philippe Parrot en janvier et février 2022.